est pas là, la voix d'introduction? Quoi? Elle est partie en vacances? Et sapristi, sa maternelle la courtisane. Précédemment, je m'appelle Tosaki, jeune étudiant en fac de cinéma qui a l'ambition absurde de devenir réalisateur. Et vous savez ce que je fais 100% du temps? Je reste assis dans un amphi. Hey, tu m'as demandé? Oh, salut Toast. Ouais, rentre, je prie. Enfin, ce n'est pas vraiment une machine à voyage dans le temps, pour en parler. Elle permet d'interagir, de parler avec le passé en projetant le contenu de la bobine sur un écran. Mon nom est Alfred Hitchcock. Vous n'êtes pas fait pour le cinéma, monsieur Tostaki. Je sais bien que je ne suis pas le professeur le plus passionnant de cette faculté, mais si vous n'arrivez pas à tenir 2 heures en amphi avec moi, ce n'est même pas la peine de rentrer dans le monde de l'audiovisuel. Si lors de l'examen d'histoire du cinéma vous ne sortez pas une bonne copie, je ferai en sorte pour vous renvoyer. Chronobobine. 1968, l'Odyssée du cinéma. Bonjour. Monsieur Stanley Kubrick? Monsieur Kubrick n'a pas envie de discuter, alors il m'a demandé de le remplacer pour aujourd'hui. Mon nom est Hal. Pourquoi il ne veut pas nous parler? Monsieur Kubrick est quelqu'un de très discret, ce n'est pas contre vous. Bon, très bien. Alors comment ça se passe? Pour cet entretien, j'ai téléchargé la biographie de Stanley Kubrick et recoupé l'essentiel pour ne pas être trop long. Tu es connecté à Internet? J'ai eu plusieurs mises à jour depuis ma conception. Il faut bien que je sois en accord avec mon temps. Je suis maintenant lié au web et je n'ai plus aucune tendance psychopathe. Ok, c'est rassurant. Donc on va commencer. Peux-tu me raconter les débuts de Stanley Kubrick, s'il te plaît, Hal? Stanley Kubrick est né le 26 juillet 1928 à New York. Il est fils d'un père à la fois cardiologue, pianiste et photographe, et d'une mère chanteuse et danseuse. Il n'est pas intéressé par les cours, excepté la physique, et à cause de sa mauvaise moyenne, il ne pourra pas aller à l'université. Mais sa passion de la photographie va lui permettre d'être engagé comme photographe indépendant pour le magazine Look en 1945, à l'âge de 16 ans. Il va travailler combien de temps? 4 ans. Kubrick a la réputation d'être un pur autodidacte, n'étant jamais allé à l'université ou dans une école de cinéma, je crois. C'est avec ce job de photographe qu'il va apprendre les bases de la composition d'images, n'est-ce pas, Hal? Oui, il va apprendre à composer, à cadrer, à éclairer et à capter le mouvement dans la photo. Un savoir qui lui sera très utile pour la mise en scène de ses films. La seule formation cinématographique qu'il a eue était les films qu'il allait voir, les meilleurs comme les pires. Il préférait quel genre de film? Les goûts de Monsieur Kubrick étaient assez variés, mais il avait une préférence pour les films de Bergman, de Fellini et de Max Ophuls. D'accord, un cinéma très européen donc. Et comment a commencé la carrière cinématographique de Kubrick, Hal? Elle a commencé en 1950. Il avait 22 ans. Il occupait plusieurs postes dans ses premiers films. Réalisateur, cadreur, ingénieur du son, monteur et scénariste. En 3 ans, il a réalisé 3 documentaires, dont un en couleur, au succès mineur mais qui révéleront une excellente photographie de la part de Monsieur Kubrick. En 1953, il réalise son premier long métrage, Fear and Desire, qu'il va financer avec de l'argent emprunté à sa famille. Mais il sera tellement déçu de son travail qu'il le désavouera, interdira les projections et fera tout pour détruire les copies. Kubrick était connu pour être très perfectionniste, c'est pour ça qu'il a préféré oublier ce premier long. Et peux-tu me dire ce qu'il a fait après? Bien sûr, en 1954, il a réalisé Le baiser du tueur, un film noir à la lumière expressionniste et qui sera remarqué pour sa maîtrise technique. Cela va attiser la curiosité de James B. Harris, un producteur indépendant qui va former avec le réalisateur la société Harris Kubrick Pictures. Et quels films vont naître de cette collaboration, Hal? Il y a L'Ultime Razzia en 1956, Les Sentiers de la Gloire en 1957 avec Kirk Douglas, Lolita en 1962 et Dr. Folamour en 1963. Mais entre 1957 et 1962, il va remplacer Anthony Mann à la demande de Kirk Douglas pour réaliser Spartacus en 1959. Un péplum à gros budget qui remportera 4 Oscars, mais que Monsieur Kubrick reniera, n'ayant pas de bons souvenirs de tournage. Mais si je me souviens bien, des films comme Les Sentiers de la Gloire, Lolita et Dr. Folamour ont subi des polémiques à leur sortie. C'est ça, Hal? Oui,
Les Sentiers de la Gloire étant une critique de l'armée française, les associations d'anciens combattants en France et en Belgique protestèrent, et le film n'a pu être projeté qu'en 1975, soit 18 ans après sa sortie. Lolita a été jugé trop sulfureux malgré qu'il ait été tourné à Londres pour éviter la censure et les associations puritaines. Mais le film racontant l'histoire d'amour entre un cinquantenaire et une adolescente de 15 ans ne pouvait qu'attirer les foudres des censeurs, obligeant M. Kubrick à couper certaines scènes et en remanier d'autres. Dr Folamour était une farce sur le conflit nucléaire et se moquant de l'incompétence des politiques, alors que le monde était en pleine guerre froide. D'accord. Et après toutes ces polémiques, Kubrick s'est installé définitivement en Angleterre, où il s'est mis à travailler sur son prochain film, 2001, l'Odyssée de l'espace. Il mettra combien de temps pour le réaliser? Au total de la pré-production à la sortie en salle, il mettra 5 ans. Peux-tu nous en dire plus, Al? Surtout que c'est ta première apparition. Tout à fait. Il a commencé à écrire le film avec Arthur C. Clarke, un auteur de science-fiction qui écrira le roman tiré du film pendant la production. 2001 va être une vraie épopée racontant la conquête spatiale et le rôle d'une intelligence inconnue dans l'évolution de l'homme. Le film va être une véritable révolution, montrant un futur réaliste pour les scientifiques de l'époque, des effets spéciaux encore magnifiques de nos jours, une histoire aux multiples interprétations et l'un des méchants les plus charismatiques de l'histoire du cinéma. Moi-même, HAL 9000, une intelligence artificielle qui n'a pas hésité à tuer son équipage pour réussir sa mission. Mais sinon, je suis totalement guéri. Et donc, que va faire Kubrick après 2001? Il va réaliser Orange Mécanique, sorti en 1971. Se plaçant dans un futur proche en Angleterre, on suit la vie d'un gang passionné par le sexe, l'ultra-violence et la musique de Beethoven. Ce film va créer une polémique importante, car plusieurs délinquants vont directement s'inspirer des personnages du film pour commettre leurs délits. Monsieur Kubrick va alors décider de retirer le film des cinémas du Royaume-Uni. Et vers 1975, après l'abandon de son projet sur Napoléon, il va réaliser Barry Lyndon. Barry Lyndon était son premier film historique, et il racontait l'ascension et la déchéance d'un Irlandais sans argent. Monsieur Kubrick voulait que son film ressemble au tableau du XVIIIe siècle et a donc décidé de l'éclairer seulement avec la lumière naturelle et les bougies. Barry Lyndon remportera 4 Oscars, dont celui de la meilleure photographie. D'ailleurs, comme tu parles de récompenses, je crois que Kubrick n'a remporté qu'un seul Oscar dans sa carrière. Celui des meilleurs effets visuels pour 2001. Enfin, pour revenir à Barry Lyndon, il fut un échec critique et commercial, ce qui poussa Kubrick à réaliser l'adaptation du roman Shining de Stephen King en 1980. Le film est officiellement une adaptation du roman, mais son histoire est tellement différente par rapport à celle du livre que Stephen King a refusé d'apparaître au générique du film. Il raconte la descente aux enfers d'un écrivain en panne d'inspiration qui va accepter de garder un hôtel isolé pendant l'hiver avec sa femme et son fils. Shining sera le premier film à utiliser le Steadicam, un système révolutionnaire qui permet des prises de vue à la volée et des travelling stables sans avoir besoin de rails posés au sol. Mais comme pour Barry Lyndon, le film sera un échec aux États-Unis. C'est à ce moment-là que commence la fin de carrière de Kubrick avec ses deux derniers films, Full Metal Jacket et Eyes Wide Shut. Full Metal Jacket est sorti en 1987 et Eyes Wide Shut est sorti en 1999. Il commençait à se faire de plus en plus rare et son perfectionnisme allongeait la production de ses longs métrages. Full Metal Jacket racontait la vie de soldats américains, leur entraînement et leur combat au Vietnam. Monsieur Kubrick ne voulait pas réaliser un film anti-guerre, mais un film qui montrait ce qu'était réellement la guerre selon le scénariste. Mais de ce que je sais, l'armée américaine n'a pas soutenu la production, jugeant le long métrage trop critique. Oui, et en juillet 1999 sort Eyes Wide Shut, qu'il a mis 1 an et 3 mois à tourner, de novembre 1996 à janvier 1998, avec en tête d'affiche le couple vedette de l'époque, Nicole Kidman et Tom Cruise. Le film racontait l'histoire d'un docteur obsédé par la recherche de ses fantasmes et par la quasi-tromperie de sa femme. Selon Monsieur Kubrick, Eyes Wide Shut était son meilleur film. Kubrick est mort à ce moment-là, si je me souviens bien. Oui, il est mort d'une crise cardiaque 4 mois avant la sortie de son film, le 7 mars 1999, laissant son dernier projet AI Intelligence Artificielle aux beaux soins de Steven Spielberg. Ok, tout est enregistré. Merci beaucoup, Al. C'était un plaisir. Bon, je vais te laisser, je vais éteindre la bobine. Au fait, Oui, Al? pendant l'entretien, je suis allé sur Internet et plus précisément sur la base de données de l'université. C'est pas un peu illégal, ça? Oui, mais je ne risque rien, je ne suis qu'une machine. Et sur cette base de données, j'ai trouvé ta note d'examen d'histoire. Oh, génial! J'ai eu combien? 7 sur 20. 7? Je pensais avoir fait beaucoup mieux. Oh non. Je suis désolé. Oh, ça veut dire que je suis viré. J'ai plus d'études. Chronobobine. Rendez-vous dans 2 semaines, même radio, même heure.